Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo historique, donc on continue sur cette série qui est dédiée à l'histoire de l'esclavage dans les territoires colonisés par la France. Donc pour rappel, nous avons vu plusieurs étapes, plusieurs parties de cette histoire. Nous avons vu la partie sur la capture des esclaves, nous avons vu la traversée sur le navire, l'arrivée dans les colonies et les conditions de vie, nous avons vu également les moments de fête, les maladies et les châtiments, nous avons vu les relations amoureuses, les mariages durant l'esclavage, et aujourd'hui nous allons voir les révoltes. Pour rappel, si vous appréciez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram, activiste.chata, ainsi qu'à mon compte Twitter, activistchata. Alors préparez-vous, installez-vous bien confortablement, préparez le thé, le café et le pain au beurre chocolat, et c'est parti! Alors, pour commencer un petit peu, quelques définitions. Lorsque l'on parle des révoltes dans l'esclavage, on pense souvent au marronnage, on pense souvent au nègre marron. Le marronnage, le nègre marron, ça vient du mot marron qui vient de cimarron en espagnol, qui désignait un animal domestique revenu à l'état sauvage. Dans d'autres livres que j'ai pu lire, ils expliquent que le mot cimarron désignait une race de vaches brunes échappée de la plantation et revenue à l'état sauvage. Donc il n'en demeure pas moins que la définition, la signification, c'est cela, c'est retrouver l'état sauvage, retrouver la liberté. Et donc le marronnage, c'est ça, c'est partir pour toujours, c'est partir pour retrouver cette liberté. Lorsque le code noir va être établi, code noir que nous étudierons dans d'autres vidéos, il y aura une définition qui va être posée sur le marronnage. Le marronnage, en fait, c'est quand un esclave part, s'enfuit, un mois ou plus. Sinon, on considère que ça rentre plutôt dans la définition d'une fuite. Alors, quelles sont les causes de ce marronnage? Pourquoi est-ce que ces personnes réduites en esclavage s'enfuient? Eh bien, bien évidemment pour fuir les châtiments, bien évidemment parce que parfois il y a aussi une insuffisance de nourriture, il y a aussi des esclaves qui, à peine arrivés sur la plantation, refusent totalement le statut d'esclave et dès le début ont envie de s'enfuir. Il y a aussi le cas de personnes esclavisées qui vont être transférées d'habitation, elles vont changer d'habitation et elles n'auront pas envie de s'adapter ou elles n'y arriveront pas et ça leur donnera envie encore plus de tenter de retrouver leur liberté. Et il y a aussi tous les cas où il y a des couples de personnes réduites en esclavage, ou des familles qui ont été séparées, et donc une fois que vous êtes tout seul dans une habitation, vous n'avez plus rien à perdre et vous voulez à tout prix retrouver l'être aimé, vous retrouvez vos enfants, votre famille, vos frères, vos sœurs. Donc il y avait aussi ces liens familiaux, ces liens amoureux qui pouvaient nourrir ce désir de prendre le risque de retrouver sa liberté. Les colons envoyaient les capteurs, donc ce sont des personnes, sortes de milices qui allaient justement essayer de retrouver les nègres marrons dans les bois. Donc ils font des descentes, vraiment, sur l'île pour pouvoir retrouver tous ces nègres marrons qui se sont enfuis, qui ont repris leur liberté. Et c'est dans ce contexte que les nègres marrons, tout comme les capteurs, vont commencer à découvrir des nouveaux sentiers, des nouveaux chemins sur l'île colonisée, notamment les bas-fonds, les forêts. Et par exemple à La Réunion, bon nombre de chemins ont été tracés par les nègres marrons ou par les capteurs qui étaient envoyés pour les pourchasser. Alors bien sûr, quand je parle de découverte, c'est à mettre entre guillemets, puisqu'on est d'accord que sur ces îles, sur tous ces territoires colonisés par la France, il y avait à l'origine des populations qui y vivaient. Par exemple en Martinique et en Guadeloupe, c'était les Arawaks, puis les Kalinagos, les Caraïbes. Donc bien évidemment, la notion de découverte est grande, mais en tout cas, à cette époque-là, durant l'esclavage, les nègres marrons vont permettre aussi de pouvoir connaître de nouveaux espaces au sein de ces îles, de la Martinique, de la Guadeloupe, etc. Le nègre marron, quand il s'échappe, essaye de préparer, d'anticiper. Il met au point une stratégie. Souvent, il prend des provisions, parfois quelques outils. Parce que dans sa tête, il part pour toujours. Il part pour retrouver sa liberté. Le nègre marron s'enfuit en direction de montagnes inaccessibles. Le but, c'est de ne pas être retrouvé. Là-bas, il s'installe, il tente de survivre, il fait son petit jardin, il plante des ignames, du manioc, etc. Parfois même, certains nègres marrons vont fuir vers d'autres îles. Par exemple, fin du XVIIe, certains vont prendre un petit canot et vont se rendre à Saint-Vincent. Donc ces nègres marrons prennent le risque de s'enfuir, de changer d'île et vont être accueillis par les populations de Caraïbes qui sont encore sur certains territoires. Les nègres marrons vont être intégrés à ces populations Caraïbes ou Kalinagos et on les appellera les Caraïbes noirs. Et d'ailleurs, rappelons qu'en 1654, il y a eu une alliance entre Caraïbes, donc Kalinagos et des nègres marrons.
pour faire une attaque contre les Français à Saint-Pierre en Martinique. Donc il y a eu de l'union, il y a eu une volonté de s'unir pour lutter contre cette colonisation et lutter contre cet asservissement. Alors le marronnage, certes à la base c'est un acte individuel d'un esclave qui refuse ce statut d'esclave et qui décide de prendre le risque de sa vie pour pouvoir retrouver sa liberté. Mais parfois il y aura tellement de marrons à un même endroit qu'en fait on va voir naître des vraies sociétés autarciques qui se construisent, des sortes d'embryons de république en fait, tout simplement parce qu'il y a des zones où parfois on se retrouve avec des milliers de nègres marrons. Donc ça fait partie aussi de la culture, c'est très important parce que c'est des choses qu'on ne nous apprend pas forcément quand on nous enseigne l'histoire de l'esclavage dans les manuels scolaires, c'est qu'il y a eu des nègres marrons qui ont commencé à s'unir et qui ont vraiment formé des petites sociétés, en autarcie, avec leurs petits jardins, leur fonctionnement, leur rapport avec les anciens, et c'est important et ça fait partie de cette histoire-là, et donc c'est très important de le rappeler. En Jamaïque et au Suriname, par exemple, on a de véritables républiques de nègres marrons qui s'étalent sur des vastes territoires et qui sont vraiment très bien organisés à tel point qu'ils ont des armées. Lorsque l'on étudie l'histoire de l'esclavage, on se rend compte qu'il y a certaines ethnies qui ont particulièrement été impliquées dans le marronnage, notamment l'ethnie Congo. Alors eux, il y en a beaucoup qui sont devenus nègres marrons. On constate également que 2/3 des nègres marrons sont des hommes, mais cela ne veut pas dire que les femmes se rebellaient moins, mais de fait, déjà à l'origine, il y avait plus d'esclaves hommes que d'esclaves femmes. Mais il y a quand même des nègres marrons femmes, il y a également des enfants, et d'ailleurs certains enfants vont naître dans le marronnage en fait, dans les bois, auprès des leurs. On appellera ces enfants-là les créoles des bois. Alors même si là je vous ai dit qu'il pouvait y avoir des mini-sociétés, des mini-républiques parfois très organisées comme en Jamaïque ou au Suriname, il n'en demeure pas moins que c'était quand même une vie précaire où il ne fallait pas être pris, il ne fallait pas être retrouvé, il fallait s'en sortir, il fallait continuer, il fallait essayer de survivre. Donc je ne veux pas non plus qu'on idéalise ce quotidien, ça restait un quotidien terrible parce que la peur d'être retrouvé est quand même extrêmement importante. Sur l'île de la Réunion, certains esclaves fugitifs, nègres marrons, qui étaient d'origine malgache, tentaient de retourner chez eux, de retourner à Madagascar, et donc tentaient cette traversée, mais beaucoup mouraient sur le chemin. Mais certains y parvenaient. Et tous ces capteurs, ces chasseurs de primes, ces milices armées qu'on envoyait pour récupérer les nègres marrons, on leur promettait des primes, par exemple, une prime pour une oreille coupée, etc. Et parfois, il y avait de réelles batailles, de réelles guerres entre nègres marrons avec leurs forces armées et les colons blancs. Les nègres marrons fabriquaient eux-mêmes leurs armes, des armes de fortune avec ce qu'ils avaient, ou sinon, ils les dérobaient dans des habitations. Il y a des peuples comme ça qui se sont formés dans le marronnage, qui ont été particulièrement impliqués et qui sont connus pour ça, par exemple les Boni en Guyane ou les Baouroko en Jamaïque. Ces milices qui allaient à l'encontre des nègres marrons étaient composées d'hommes blancs, souvent d'hommes mulâtres également. Ils possédaient aussi des chiens. Le chien était vraiment une arme utilisée pour retrouver ces nègres marrons, une arme dangereuse. Moi, je pense que ça a un lien aussi avec le fait que beaucoup de Noirs aujourd'hui ont peur des chiens, même s'il y en a qui vont dire que je raconte n'importe quoi, mais je vous invite à vous renseigner sur l'épigénétique. C'est le fait que les traumatismes se transmettent de génération en génération. Il y a certains traumatismes, certaines phobies qui peuvent être transmis, et moi je pense que dès lors où pendant des siècles, l'animal qu'est le chien a été utilisé comme une arme de terreur, comme une arme pour dresser finalement les esclaves et pouvoir les retrouver, ça joue aussi sur l'appréhension que peut avoir notre communauté vis-à-vis de cet animal. Je ne dis pas que tous les Noirs ont peur des chiens, bien évidemment, mais si on constate parmi tous les gens qui ont peur des chiens, il y a quand même beaucoup de Noirs. Et c'est pas inintéressant de se pencher sur cette question. Voilà, il y a des choses comme ça qui ont été utilisées pour traumatiser nos ancêtres, donc il n'est pas totalement illogique et étranger qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont peur des chiens. Ou en tout cas ne sont pas forcément à l'aise avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le marronnage est quand même un phénomène extrêmement important. On estime qu'à la veille de la Révolution française, donc juste avant 1789, il y a plusieurs milliers de nègres marrons en Guadeloupe, par exemple. Des mesures préventives vont être prises par les colons. Pour éviter le marronnage, dès 1653, les esclaves ne peuvent pas se déplacer sans posséder un billet de sortie signé par leur maître. Pareil, on va encadrer de plus en plus leur comportement. Par exemple, toute visite nocturne de voisinage d'un esclave en dehors de son habitation, cela était puni de 20 coups de fouet. Secondement, les réunions entre esclaves de différents maîtres, donc des esclaves de différentes plantations,
c'était puni du fouet ou du marquage au lys. L'objectif, c'est vraiment de limiter les réunions, limiter l'influence que peuvent avoir certains sur d'autres, parce qu'on commence à suspecter les esclaves qui parlent entre eux, voilà, de vouloir créer des mutineries, de vouloir influencer les autres à rentrer dans le marronnage. On a peur de ça, les colons ont peur de ça. L'article 38 du Code noir qui concerne le marronnage va être traduit en créole et sera lu aux esclaves 2 fois par semaine. Donc on leur fait vraiment une propagande pour leur dire voilà ce qui va vous arriver si vous tentez de vous enfuir. Au niveau des sanctions justement, que risque un nègre marron? Il faut savoir qu'on leur faisait très peur en leur disant que s'ils s'enfuyaient, les sanctions iraient d'abord sur leurs proches qui sont restés à l'habitation. Vous voyez la torture psychologique que c'est? Tu t'enfuis, on va s'en prendre à ta mère. Tu t'enfuis, on va s'en prendre à tes amis. Tu t'enfuis, on va s'en prendre à ton père, à ton frère, à ton fils, à ta fille. Donc ne t'enfuis pas. On va user de battues, de chasses régulières, armées, pour pouvoir retrouver les nègres marrons. En général, il y a une grande chasse générale tous les 6 mois et des petites chasses régulières, des battues qui sont faites tous les mois. On a aussi les milices de mulâtres qui sont faites. Donc vous voyez comment fonctionne l'ordre esclavagiste. On essaie vraiment de diviser au maximum les noirs entre eux. Les mulâtres, donc qui sont métis en fait, voilà, vont être utilisés pour pouvoir constituer des milices armées qui vont aller poursuivre les nègres marrons. Voilà, pour eux, on leur fait croire certainement que c'est une prime, que c'est bien de faire ça, etc. Et certainement que certains jouaient le jeu, mais il n'en demeure pas moins que là, on divise vraiment 2 personnes, 2 types d'individus qui sont tous les deux quand même sous le joug de ce système esclavagiste et ce système colonial. Et une fois qu'un nègre marron est attrapé, il subira les pires châtiments. Par exemple, on va l'attacher à un pilier, on va le fouetter à coups de liane et on va frotter sa plaie avec du piment pour accentuer la douleur. On va aussi mettre du sel ou du jus de citron. Et tout ça, bien sûr, devant les yeux des autres personnes réduites en esclavage. Le but est de dissuader, de faire peur, de traumatiser. Sous le Code noir, cela va être très réglementé. S'il s'agit de la première fois pour un nègre marron qu'il fuit, il sera sanctionné de coups de fouet et d'une oreille coupée. Si c'est la 2e fois, il aura le jarret coupé, c'est-à-dire la jambe coupée. Et si c'est la 3e fois, eh bien c'est la peine de mort. Et quelque chose d'extrêmement cruel, c'est que la tête de cet esclave, sa tête sera gardée par le maître qui va la mettre sur un poteau et l'exposer aux yeux de tous dans l'habitation afin qu'on se rappelle bien, voilà le nègre marron qui a tenté de s'enfuir, voilà le nègre marron qu'on a puni, vous n'avez pas intérêt à faire pareil parce que c'est ce qui vous attend. Votre tête sera coupée et exposée aux yeux de tous. Puis progressivement, on supprimera cette peine de mort, officiellement en tout cas, et on préférera mettre à la place des travaux en plus, des travaux forcés en termes de fortification de l'île, donc plus seulement sur l'habitation. Il y avait aussi d'autres choses qui étaient mises en œuvre, c'est que l'esclave qui avait tenté une première fois de s'enfuir, on va lui faire porter un espèce de carcan au niveau du cou. Ce sont des espèces de colliers énormes avec de longues tiges qui sont censées en fait s'accrocher aux herbes et aux broussailles pour gêner la fuite si jamais ce nègre marron tente à nouveau de s'enfuir. On a aussi des carcans à clochettes qui sont utilisés. Pareil, pour empêcher un nègre marron qui a déjà essayé de s'enfuir, on pouvait l'orner d'une chaîne de 25 livres, donc très lourd, qu'il pouvait porter pendant des années afin de le ralentir et de l'empêcher en fait de s'enfuir s'il voulait essayer à nouveau. Donc en fait on a pléthore de punitions créatives, originales, inventives que font les colons pour empêcher, pour prévenir le marronnage, pour empêcher et pour le sanctionner. Par exemple, sur cette image, vous pouvez voir à droite un nègre marron qui a eu la jambe coupée en guise de sanction. Et à gauche, vous pouvez voir un nègre marron qui n'a pas eu la jambe coupée, mais qui a sa jambe enchaînée en haut de sa tête, l'empêchant ainsi de courir et de s'enfuir à nouveau. Donc ça, c'est une invention d'un Français. Vous voyez, j'ai trouvé ça dans un livre d'histoire. Donc comme quoi les Français étaient assez fiers de leurs inventions horribles et inhumaines. Et c'est une véritable injonction aussi au niveau des colons, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où la colonisation est vraiment bien organisée, les colons se parlent entre eux, et les maîtres, en fait, il y avait une véritable communauté esclavagiste. Un maître était jugé par ses pairs s'il était trop laxiste. Donc c'était ça en fait. Ils étaient aussi influencés les uns les autres à avoir des sanctions de plus en plus cruelles, de plus en plus incroyables. On arrive vraiment dans finalement une compétition au niveau de la cruauté et de l'horreur. Comment tu traites tes esclaves, toi? Ah, tu fais ça? Ah ben c'est pas suffisant, hein. Franchement, moi je te trouve bien laxiste. Parce que moi, si mon Gédéon là, des champs, il faisait ça, mais ce serait la tête pendue et ce serait ça et ce serait ça. Ah, il a peut-être raison, Jean-Pierre. Ah bah oui, c'est vrai que c'est pas mal sa méthode. Voilà comment ça se passait. Donc des révoltes, il y en a eu et partout.
On pense aux États-Unis, avec en 1526 en Caroline du Sud. On pense également en 1822 à Denmark-Vesey, qui affranchit, soulève les esclaves par milliers en Caroline du Sud. On pense aussi en 1831 avec Nat Turner en Virginie. Au Brésil également. Au Brésil, nous avons des musulmans noirs qui vont enflammer la ville en 1807 et en 1837. Et dans les colonies françaises, est-ce qu'il y a eu des révoltes? Et bien évidemment, mes amis, bien évidemment qu'il y en a eu. Parce qu'au moment de la Révolution, pour vous donner une ordre d'idée, donc en 1789, on estime qu'en Guadeloupe, il y a environ 90 000 esclaves. Et à peu près pareil en Martinique. À Saint-Domingue, il y en a plus de 150 000. Et en Guyane, il y en a environ 10 000 à ce moment-là. Et dans les Antilles françaises, déjà dès 1657, on a déjà des traces de révoltes qui se sont passées. On a un auteur qui dit « Les Antilles constituent le milieu par excellence de la violence. Seule arme de résistance active possible pour les Noirs. Et surtout, recours systématique des Blancs contre l'inquiétante majorité que constitue pour eux la masse de leurs esclaves. » Parce qu'il faut le rappeler, durant cette période de l'esclavage, il y a deux peurs qui hantent les têtes de tout le monde. Pour les esclaves, c'est la peur des mauvais traitements. Et pour les Blancs, pour les colons, c'est la peur de la mutinerie, la peur de la révolte et de la révolution. Parce qu'ils sont en minorité sur l'île. Donc le jour où il y a une grosse mutinerie, le jour où tous les nègres arrivent à prendre le pouvoir, c'est la fin pour eux. Donc il y a cette peur permanente, cette angoisse permanente des deux côtés. Ce qui renforce l'horreur, les châtiments, la gravité des châtiments. Ces colons blancs ont tellement peur de ce soulèvement, parce qu'ils savent qu'ils sont en minorité, parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas la force nécessaire pour pouvoir lutter, qu'ils vont ruser de toutes les méthodes de violence psychologique possibles pour en empêcher la venue. En Guadeloupe, en 1802, on a le colonel Louis Delgrès qui va soulever tout le monde à Basse-Terre et qui va placarder sur les murs « La résistance à l'oppression est un droit naturel ». En Martinique, on a beaucoup de révoltes qui sont souvent brèves, soudaines et sans lendemain, mais il y en a eu énormément. Par exemple, au XVIIe siècle, les autorités comptent à peu près 500 à 700 nègres marrons. Il y a vraiment cet art de la lutte, cette volonté de lutter face à l'asservissement. En 1768, en Martinique, le gouverneur d'Henry organise des milices de Noirs libres, donc de Noirs qui ont été libérés, qui sont libres, qui auront pour mission d'aller chasser les nègres marrons. Et il met en place également des polices de quartier. Donc vous voyez à quel point ils ont utilisé de violences psychologiques pour diviser cette communauté de Noirs. De Noirs qui sont vus comme inférieurs par les Blancs. Mais on va essayer d'en valoriser un, lui dire non mais toi t'es pas comme les autres, toi t'es libre, toi on peut te faire confiance. Donc on va te donner une mission tellement incroyable pour te prouver qu'on te fait confiance, c'est d'aller chasser tes frères dans les bois. Et certainement que ces Noirs se disaient ah ben oui c'est une chance pour moi, c'est vrai je suis pas comme eux, nanani nanana. Certainement. Et certainement que d'autres pensaient pas ça, mais ils n'avaient pas vraiment le choix. Mais vous voyez à quel point on divise une communauté comme ça. C'est de la violence psychologique. Comme quoi vous voyez la violence physique c'est quelque chose. On a fait une vidéo sur les châtiments qui sont horribles. Mais la violence psychologique, c'est la pire de tous. Parce que physiquement, ils sont en minorité, ils sont en minorité. Mais psychologiquement, ils ont réussi à manipuler bon nombre de gens. Ils ont réussi à instaurer une peur, instaurer un climat horrible et un esclavage mental dont il faut se libérer et encore se libérer aujourd'hui. En 1831, il y a des émeutes à Saint-Pierre en Martinique, avec notamment 26 Noirs qui seront condamnés à mort, et 2 ans plus tard, il y en aura 15 autres à Grand'Anse. Donc vous voyez, tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y a eu de la révolte. Il y en a eu. Souvent, on a l'impression qu'on nous présente l'esclavage comme des pauvres Africains qui ont été déportés, qui ont été forcés au travail forcé, et qui n'ont rien fait, et qui ensuite l'abolition est arrivée grâce à Schellcher et puis tous les intellectuels blancs. Non! Il y en a eu des révoltes. Il y en a eu. Il faut le dire. Il faut en parler. Et à Saint-Domingue, vous la connaissez cette histoire. Bien sûr, les nègres marrons se sont soulevés et bien sûr, ils ont réussi à se libérer du joug du colonialisme, du joug de l'esclavage. Et cette lutte a mené à la République d'Haïti. Et en Guyane, c'est pareil, on en a eu des révoltes. En 1643, on a Normand Poncet de Brétigny qui débarque à Cayenne. Il sera massacré par les Indiens. Puis plusieurs autres compagnies vont se succéder. En 1664, il y a une occupation effective de la Guyane. Et en fait, les colons vont produire du roucou, du coton, du cacao. Ils vont également bien évidemment rechercher de l'or. Quelques images représentant la colonisation en Guyane. Donc ils vont bien évidemment rechercher de l'or. Et on va avoir du marronnage en Guyane. On a des vraies communautés, là, d'esclaves de nègres marrons. Des vraies et belles communautés. Je suis désolée pour la prononciation. Les Bushineng ou les Noirs Boni vont se former en fait sur les rives du fleuve du Maroni.
Dans ce contexte de lutte, dans ce contexte de retrouver sa liberté, on a des vraies communautés qui sont là et qui pour certaines existent toujours aujourd'hui, mais c'est incroyable. Faut qu'on aille parler à ces gens-là. Mais moi, je veux venir en Guyane. Vous vous rendez pas compte, la Guyane, c'est incroyable comme territoire. C'est incroyable comme histoire. Je pense que vraiment, ce territoire est trop sous-coté. On n'en parle pas, même dans les livres d'histoire. Quand on a cours d'histoire à l'école, on ne nous parle pas de ces communautés-là. Moi, j'avais jamais entendu parler des Boni ou des Bushinengues. Je sais pas comment on dit, désolé. J'ai jamais entendu parler de ça avant que je m'intéresse à la Guyane, personnellement. Et c'est très grave. Et à La Réunion, pareil, il y a eu du marronnage. Beaucoup de marronnage, notamment par les esclaves malgaches. Ce sera vraiment d'une grande ampleur. Enfin, hormis le marronnage, il y a eu d'autres formes de révolte et je tiens à le dire. La révolte, c'est sous plusieurs formes. Il y a une diversité des méthodes opératoires, une diversité des modes opératoires. On a les révoltes sur les bateaux, par exemple. Dès les navires, il y avait déjà des révoltes. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la traversée, la capture et la traversée des esclaves quand ils étaient dans les bateaux négriers. On a des révoltes à la fois passives, avec des personnes, des Africains qui refusent l'idée même de devenir esclaves et qui vont préférer mourir noyés, se jeter à l'eau, plutôt que de quitter la terre natale, plutôt que de quitter le territoire africain. Donc on a des révoltes qui sont du suicide, mais c'est une histoire de dire « je vous interdis, vous, colons, de faire de moi un esclave ne serait-ce qu'un instant. Je vous interdis cela. » Donc en fait, je vous détruis votre business. Vous voulez faire de moi l'objet de votre business, ben moi je ne veux pas. Et je me jette à l'eau. Donc certains faisaient ça. Il y avait aussi le refus de s'alimenter. Donc à bord du navire, il y en a certains qui refusaient de s'alimenter, à tel point que les colons vont inventer un espèce de spéculum qui sert à élargir le gosier des esclaves pour les forcer à manger, pour les gaver en fait comme des oies. Voilà. On a aussi bien sûr des résistances actives avec des révoltes qui sont préparées la nuit dans les bateaux négriers. Les esclaves parlent entre eux, ils se disent demain sur le pont on va faire ça. Voilà. À la promenade on fait ça, on les maîtrise. Tac. Mais les marins sont très vigilants, bien sûr, ils ont peur de la révolte, ils ont toujours des fusils armés, ils font des rondes. Et bien sûr, comme d'habitude, on châtie les meneurs pour dissuader les autres, on les pend, on les fouette, on leur met de la poudre de fusil sur leurs plaies pour accentuer la douleur. Et aussi du jus de citron, de la saumure et du piment. Pendant longtemps, on pensait que ces révoltes sur les bateaux, il n'y en avait eu que 55 en tout. Mais au fil des années, au fil des travaux de recherche et historiques, on considère aujourd'hui qu'en réalité, il y en a eu des centaines, voire des milliers de révoltes sur les navires négriers. Alors certes, énormément ont échoué. Mais vous voyez, il y avait cette volonté de dire non. Il faut qu'on retrouve cette idéologie, cette volonté de dire non, d'oser dire non. De ne pas prendre pour fatalité ce qui se passe, mais d'oser dire non. Et si ça ne marche pas, tant pis. Mais on aura essayé. Oser dire non. Une fois dans les colonies, pareil, on a différentes formes de résistance, avec notamment les avortements, les femmes réduites en esclavage, qui tombent enceintes, qui refusent de mettre au monde un bébé qui sera objet du maître, qui sera propriété du maître, et qui décide à nouveau de détruire ce business humain en avortant. Puisque comme on l'a vu dans d'autres vidéos, les maîtres avaient pour envie qu'il y ait une forte natalité afin d'avoir de nouveaux esclaves. Donc c'était aussi une révolte que de refuser de mettre au monde un nouvel enfant. C'est une forme de résistance et de vengeance aussi. Et bien sûr, il y avait le marronnage, comme on l'a vu, et il y avait également des incendies. On a beaucoup d'exemples d'incendies qui ont été faits par des personnes réduites en esclavage. Donc par exemple, on a l'incendie du camp français à Saint-Domingue en 1793, le 20 juin. Les colons s'enfuyaient alors par milliers pour rejoindre les îles voisines comme Cuba ou les États-Unis, ou encore aller aux USA, aux États-Unis. Donc il y a eu des formes incroyables de révolte. Je vais vous citer quelques noms. On va rendre hommage à ces noms qui sont des figures de révolte. On a Macandal, chef de l'insurrection des esclaves à Saint-Domingue en 1748. On a Urokono, chef de l'insurrection en Jamaïque. On a Vincent Auger, un mulâtre de Saint-Domingue, qui avait été envoyé à Paris pour plaider la cause des libres de couleur. Bon, ce sera un échec. Il va revenir à Saint-Domingue et alors là, il organisera une insurrection armée. Ce sera un échec, cette insurrection, et il va se réfugier dans la partie espagnole, et il sera ensuite livré aux colons français et sera condamné à mort. Il sera exécuté avec les pires supplices, afin d'effrayer les autres, comme d'habitude. On a bien sûr Toussaint Louverture, on a Pompée en Guyane, on a les Boni en Guyane, on a Gabriel, un Amérindien guyanais, on a aux États-Unis Harriet Tubman, on a Isabella Baumfree ou Sojourner Truth, elle a deux noms, on a également Madeleine Clem, on a Lumina Sophie, on a Ignace, on a le chevalier
Chevalier de Saint-Georges, Louis Delgrès, on a Solitude, on a Dandara au Brésil. Alors oui, il y en a eu des noms, oui, il y en a eu des nègres marrons, oui, il y en a eu des révoltes de toutes sortes, des femmes, des hommes, des enfants, des gens qui se sont battus, qui ont eu le courage de dire non et de refuser cette fatalité, refuser cet esclavage, refuser d'être la propriété d'un individu qui s'est estimé supérieur aux autres. Alors en conclusion, il serait irréaliste et injuste, lorsque l'on parle d'abolition de l'esclavage, de mettre toutes les fleurs et les flambeaux aux individus blancs, aux hommes blancs et femmes blanches, intellectuels, etc., aux Schellcher et compagnie. Il y a eu des révoltes, il y en a eu énormément. Ça a affaibli le système, ça l'a rendu compliqué. Et ça a permis aussi une libération pour certains d'entre eux. Beaucoup sont morts en essayant de se sauver. Beaucoup sont morts pour leur dignité, pour leur humanité. Nous devons leur rendre hommage, c'est très important. Et leur rendre hommage, c'est déjà en parler, parce qu'on ne parle pas d'eux. Donc parlez-en autour de vous, parlez-en à vos enfants, parlez-en à vos parents, vos grands-parents, vos amis, vos voisins, et ne laissez personne dire que notre peuple a baissé les bras, dire que notre peuple est un peuple de victimes, c'est faux. Nous avons été victimes, mais nous avons tout fait, nous avons tenté de sortir de cela. Et nous continuerons encore aujourd'hui à perpétuer cette révolte, cette indignation face à l'injustice. Les révoltes ont été fortes, puissantes, successives, parfois brèves, parfois vaines, mais elles ont existé. Alors non, on n'a pas servi l'abolition sur un plateau. Il ne s'agit pas là d'un acte législatif unilatéral de bon cœur. Il s'agit d'un acte politique, d'un acte militant, d'un acte guerrier, d'un acte de courage pour ceux qui sont partis, qui ont marronné, ceux qui ont avorté, ceux qui se sont suicidés, ceux qui ont refusé de s'alimenter, ceux qui se sont incendiés, ceux qui ont tenu comme ils pouvaient, ceux qui ont empoisonné. Tous ont fait preuve de bravoure et nous devons aujourd'hui avoir conscience de cela. Voilà. Désolée, j'étais sur un ton très révolté, mais c'est parce que c'est un sujet qui me touche. Ça me touche énormément de voir qu'on parle de ce sujet avec tellement de légèreté et en omettant tous ces combats qui ont existé. Alors à vous, si vous avez été touché par cette vidéo, si vous aussi vous voulez qu'on reprenne le contrôle de notre histoire parce que c'est la nôtre et ne laissons pas les autres la raconter à notre place, je vous invite à partager cette vidéo, à liker cette vidéo, à la commenter et à la montrer à tous ceux qui diront que notre peuple n'a jamais rien fait. Et je vous invite à lire des livres sur ce sujet, à regarder des documentaires et des vidéos. Voilà. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à la commenter. Vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, activiste.chata, ainsi qu'à mon compte Twitter, activistechata. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma page YouTube. Si vous appréciez ma chaîne et son contenu, vous pouvez également me soutenir financièrement en vous rendant sur ma page Utip que je vous mets en barre d'infos. Vous pouvez faire un don. Vous pouvez faire un don ponctuel, par exemple, hop, je donne 5 €, ou un don mensuel, un peu comme Netflix ou Amazon. Et c'est pour me soutenir financièrement, soutenir ce travail de recherche et de partage de ces connaissances sur nos territoires. Je vous embrasse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.